Donc bonjour à tous, bienvenue au cinquième épisode des mercredis de la Data Science. Alors aujourd'hui nous allons parler de text mining et de NLP. C'est Radia Belosine, Data Scientist chez Business Decisions, qui va nous parler de ces sujets-là. Je remplace aujourd'hui notre ami Yann Manzi, qui est pas disponible aujourd'hui. Mais si vous avez toutes sortes de questions, n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn. Notre directeur de Data Science se fera un plaisir de vous répondre. Petit rappel de la data science pour Business et Décisions. Business et Décisions est une société qui existe depuis maintenant 25 ans, qui est spécialiste de la data et donc qui a été sur le monde de la data science assez rapidement quand celle-ci est apparue dans l'écosystème. Aujourd'hui, on est 2500 à peu près. On est dans 11 pays, en particulier en Europe, et on fait un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 213 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. La data science est un sujet assez important pour nous. Il y en a beaucoup de data scientists dans le groupe qui réalisent beaucoup de missions diverses et variées et on capitalise dans toutes ces missions, vous pouvez voir sur l'écran à ce moment-là, de nombreuses choses et on apprend beaucoup de choses. Radia est quelqu'un qui a effectivement participé à de nombreuses missions chez Business et Décisions et qui vient aujourd'hui vous faire un retour d'expérience par rapport à ce que tu as appris, Radia, parmi ces missions. Eh bien, je te donne la main, Radia, pour que tu puisses nous parler de ton expertise. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du coup du text mining et du traitement automatique donc du langage naturel, NLP. Donc, on va commencer d'abord par une petite définition. Donc, qu'est-ce que le text mining? Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend assez souvent, mais qui reste un peu vague parfois. Donc, c'est une partie intégrante donc, de la fouille de données, dont l'objectif est vraiment d'extraire des connaissances à partir de données qui sont textuelles et non structurées. Donc, c'est vraiment la particularité. Donc, de quel type de données parle-t-on concrètement? Donc, les données textuelles, c'est vrai que c'est un certain type de données qu'on va retrouver dans toutes sortes de sources différentes. Donc, aussi bien les livres, les articles scientifiques, les emails, les comptes rendus de réunions, etc. Donc, c'est vraiment un type de données qu'on retrouvera pratiquement partout. Donc, le challenge par rapport à ces données, c'est leur forme. Donc, elles sont non structurées. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'elles ne sont pas organisées en une base de données classique ou dans un format qui est facilement exploitable, donc du type CSV, Excel, etc. Donc, on n'aura pas des variables en colonne et des observations en ligne comme dans la plupart d'autres types de données structurées. Là, ce sera vraiment donc du texte avec toutes sortes de ponctuations, etc., mais vraiment sous forme assez compacte, avec des structures propres au document initial. Donc, par exemple, si c'est un PDF, un document Word, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces données? Ça, c'est la deuxième question. C'est vrai qu'on entend souvent parler donc du traitement automatique du langage naturel. Donc, par exemple, on a tout ce qui est traduction automatique du style Google Translate, donc qui va récupérer un texte dans une certaine langue et le traduire automatiquement dans une autre langue. Tout ce qui est recherche d'informations au sein d'un document, analyse de sentiments pour savoir si le texte en question a une connotation plutôt positive, plutôt négative, et on peut évidemment aller beaucoup plus loin là-dedans pour essayer d'assigner vraiment des sentiments particuliers au texte. On a tout ce qui est extraction d'informations, réponse automatisée via des chatbots, etc. Donc c'est vrai qu'on a toutes sortes d'applications qui sont disponibles. Mais le text mining, au final, ça va encore plus loin que ça. Donc, on a toute la partie web mining qui reprend vraiment l'analyse des données web. On a donc ici tout ce qui est classification, donc classification des documents, catégorisation, clustering des documents aussi. Donc, pour mesurer, par exemple, la similarité entre plusieurs documents. Donc, par exemple, si on se retrouve avec plusieurs documents qui parlent, les exemples qui sont pris généralement, c'est un certain groupe de documents qui va parler plutôt de politique, un autre groupe de documents qui parlera plutôt d'économie. Donc, l'idée, ce sera de mesurer la similarité entre ces documents pour pouvoir les assigner à un cluster ou un sujet particulier. Donc, on a tout ce qui est traitement automatique du langage naturel. Donc, ça, je reviendrai un peu plus en détail sur les différentes techniques qui sont utilisées pour ça. Tout ce qui est concept, donc extraction de concepts, donc notamment l'analyse de sentiments, qui est très connue et très utilisée comme méthode, dont je parlerai aussi. Tout ce qui est extraction de relations au sein d'un document, donc par exemple, si certaines personnes vont être mentionnées plusieurs fois au sein d'un même document, parfois on peut vraiment essayer d'avoir un graphe qui va faire le lien entre ces personnes, justement parce qu'ils apparaissent plusieurs fois dans des documents qui traitent du même sujet.
et évidemment tout ce qui est information retrieval. Donc là, c'est vraiment la recherche, la découverte d'informations au sein d'un texte. Donc là, disons que ce graphique nous permet vraiment de voir donc, la diversité et la variété des différentes méthodes de text mining. Donc quand on regarde tout ensemble, ça a l'air assez énorme. Mais concrètement, le text mining, ce sera surtout un mélange de plusieurs spécificités, plusieurs technologies, plusieurs métiers en fait au final. Donc c'est un mélange de statistiques, d'intelligence artificielle, de machine learning, d'informatique et de toute autre discipline qui sont vraiment propres au langage et au langage naturel. Dans quelle situation utilise-t-on concrètement le text mining? Donc là, on va parler de certains use cases. Donc concrètement, on a un premier cas d'usage. C'est possible de déplacer le chat, voilà. Un premier cas d'usage où un premier exemple de situation où l'idée ce serait tout simplement qu'on a au sein d'une entreprise donc une adresse mail contact@businessdecision.com par exemple qui va récupérer donc réceptionner tous les emails qui sont envoyés donc par des personnes extérieures. L'idée ce serait évidemment de pouvoir redistribuer automatiquement les emails qui sont spécifiques à un certain métier afin que ce soit des personnes spécialisées qui puissent y répondre plutôt que la personne qui s'occupe donc du courrier de manière générale. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Alors, je m'excuse, il y a un petit lag au niveau du temps. Donc, un autre cas d'usage, ce serait par exemple de mettre en place un chatbot sur le site de notre entreprise donc pour que les clients puissent facilement poser des questions relatives à l'organisation, relatives à toutes sortes de choses, hein, à la météo, aux différentes spécialités de l'entreprise, etc. On a aussi souvent le cas donc des scientifiques qui se plaignent de passer énormément de temps à lire des articles scientifiques pour trouver des réponses à leurs questions. Donc l'idée ce serait d'automatiser et de résumer automatiquement donc tous ces articles scientifiques. Un autre cas d'usage ici donc ce serait donc d'analyser les questions ouvertes qu'on a dans les enquêtes internes à l'entreprise afin d'avoir une idée assez générale du sentiment qu'on a au sein de ces enquêtes, donc du sentiment des employés, aussi bien au niveau de l'organisation que par département, catégorie d'âge, par niveau, etc. Ou tout simplement, alors, petit lag, donc résumer certains documents qui proviennent donc des comptes rendus de réunions, etc., plutôt que de devoir les lire un à un. Donc ça, c'est quelques exemples de situations d'application. Au niveau du timing, on a un léger lag au niveau de la présentation, donc je m'excuse encore une fois. Donc pour mentionner un petit peu les différentes applications qui sont déjà existantes depuis un certain temps, au niveau du text mining, on a notamment les différents moteurs de recherche, du type Google par exemple, c'est vrai que ça reste un des moteurs de recherche le plus connus. Tout ce qui est filtre de spam au niveau des emails, l'analyse des réseaux sociaux qui devient de plus en plus courante. Tout ce qui est web mining, donc analyse du contenu sur les différents sites web, détection de la fraude, publicité personnalisée. Et maintenant, je vais parler un peu plus précisément des différents concepts et méthodes associés au text mining. Donc, au niveau des différentes étapes d'une analyse de text mining, disons qu'elles peuvent être résumées d'une manière assez générique. Donc, tout d'abord, on a différentes sources en entrée. Donc, ça peut être aussi bien des données relatives à un site web, des données qui proviennent de documents Word ou autres fichiers texte, ou des données qui proviennent de réseaux sociaux. Donc ici, on a le petit logo Twitter, par exemple, qui explique simplement qu'on parle des réseaux sociaux. Ensuite, on passe à un formatage des données préliminaires afin de les mettre en forme avant de pouvoir appliquer les différentes méthodes de traitement automatique du langage naturel, donc qui sont les plus courantes. Donc ici, on a la racinisation, la tokenization et tout ce qui est retrait des mots vides. Donc ça, je vais en parler un peu plus en détail juste après. Puis, on peut passer vraiment à des méthodes analytiques un peu plus avancées et à certaines visualisations. Donc, on va commencer par quelques définitions pour que les concepts soient un peu plus clairs. Donc, quand on parle en text mining de corpus, on parle simplement d'un ensemble de documents. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être évidemment étendu
à d'autres sujets que le text mining. Donc, ça peut être un ensemble de textes, un ensemble d'images, un ensemble de vidéos, etc. Mais dans le contexte du text mining, ce sera un ensemble de documents texte qui sont regroupés dans une certaine optique. Ensuite, on a la notion de tokenization. Donc ici, admettons qu'on ait une phrase, par exemple ici, BD donnera un webinaire sur le text mining le 5 décembre 2018. L'idée de la tokenization, ce sera de diviser donc cette phrase en plusieurs mots ou plusieurs groupes de mots. Donc voilà, dans le cas présent, on aura BD donnera un webinaire sur le text mining. Donc à chaque fois, on sépare par mot, groupe de mots ou même par date éventuellement. Et un certain rôle au niveau de la phrase est assigné à chacun de ces groupes de mots ou de ces mots. Donc par exemple, BND, c'est un nom, donnera un verbe, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base de la tokenization. Quand on reçoit un texte brut, on va d'abord le diviser pour pouvoir analyser chaque mot ou groupe de mots séparément. On a ensuite le stemming ou racinisation en français. Donc c'est aussi une méthode qui est très souvent utilisée parce que c'est vrai que quand on observe un texte, on se retrouve souvent avec le problème d'avoir différentes formes d'un mot qui signifient au final la même chose. Donc optimum, optimal, optimisation, optimiser. Ce sont différentes formes qui font tous au final référence au fait d'avoir un optimum en fait. Donc concrètement, on va récupérer juste la racine du mot, donc retirer les préfixes et les suffixes pour juste conserver le radical. Donc ici, le radical, c'est optime dans le cas présent. Une alternative, c'est la lemmatisation. Donc ici, au lieu de retirer simplement les suffixes et les préfixes d'un mot et de garder sa racine, on va plutôt se référer à la forme canonique d'un mot. Mais l'idée est globalement la même. Donc, au lieu de garder, on a définir, définition, définissez, défini. Au lieu de garder simplement def, qu'on aurait fait dans le cadre de la racinisation, ici, on va se référer à la forme canonique du mot qui est définir. Donc, ce sont quelques méthodes qu'on va souvent employer en text mining afin de pouvoir comparer plus facilement certains mots qui ont au final la même signification. Donc, on a la notion de sac de mots, bag of words, donc qui consiste simplement à représenter chaque document par des mots du dictionnaire et leur fréquence au sein du document. Donc on aura par exemple ici, dans ce cas présent, 3 documents différents, avec à chaque fois les mots « je »,« bonjour »,« certain »,« ami » qui apparaissent un certain nombre de fois au sein de chaque document. Donc pour le document 1, on aura 135 fois le mot « je » qui apparaîtra, par exemple. Donc ça, cette forme-là, c'est simplement ce qu'on appelle donc une matrice document-terme. On peut avoir la forme inversée, donc matrice terme-document, et c'est souvent la forme la structure de données qui servira de base à la plupart des analyses de text mining. Les n-grammes, alors c'est un peu la même idée que ce qu'on avait présenté tout à l'heure, donc dans le fait de séparer une phrase en différents mots. Ici, c'est simplement qu'on va considérer plusieurs mots, plusieurs successions de mots. Donc là, c'est un exemple, par exemple, de bigramme. On prend à chaque fois des combinaisons de 2 mots. Alors, pour quel type d'exemple ça pourrait être utile? C'est simplement que si on considère des villes américaines, par exemple, du style New York, ça n'a aucun intérêt d'avoir New et York séparément. Donc, considérés séparément, on voudra vraiment garder le mot entier, donc les 2 mots ensemble, afin de comprendre qu'on parle bien de la ville américaine. Donc c'est un exemple assez simple, mais c'est aussi une méthode qui est très utilisée en text mining. Et ensuite, on a tout ce qui est mots vides. Donc sur le petit word cloud, vous voyez ici donc tous les mots vides entre guillemets qu'on retire généralement d'un texte avant de commencer l'analyse, parce qu'ils prennent au niveau des fréquences, évidemment, ils ont un poids très important au niveau du texte, mais n'ont pas vraiment de sens au final. Puis ensuite, on commence les premières visualisations. Donc ça, c'est simplement ce qu'on appelle un nuage de mots, où on a la taille des mots qui correspond à la fréquence, donc le nombre de fois qu'ils apparaissent au sein d'un document. Alors, donc, je reviens sur ce graphique. Donc c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'on avait énormément de méthodes de text mining. Donc dans le cadre de ce webinaire, évidemment, ce ne sera pas possible de toutes les présenter de manière indépendante, mais je vais en prendre une qui est assez courante. Donc c'est l'analyse des sentiments. Donc ici, on a un petit exemple avec 2 personnes qui ont donné leur avis, donc dans le cadre d'une enquête, par exemple, relative à un événement ou à n'importe quoi d'autre.
Donc la première personne dit « Je suis très déçu du service client, ils sont impatients et incompétents ». Dans ce cadre-là, on remarque directement que c'est un avis qui est négatif. Donc par exemple, on va assigner à cette phrase, donc à ce message-là, un score qui est de 99% négatif pour cette personne-là. Dans l'autre exemple, c'est un petit peu plus complexe. Donc on a une première partie de la phrase qui dit « J'ai adoré l'événement organisé par mon département, dommage que la nourriture ait été aussi froide ». Alors le score global, évidemment, est de 42% positif parce que le début de la phrase est très positive, mais la deuxième partie est assez négative. Donc dans ce contexte-là, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir avoir les deux parties de la phrase qui sont analysées séparément. Donc on aurait par exemple la première partie de la phrase qui aurait un score 98% positif et la deuxième partie de la phrase qui serait plutôt négative à 65%. Donc ça, c'est vraiment le type de challenge qu'on va rencontrer dans le cadre de l'analyse de sentiments. Évidemment, ce sont des exemples qui sont très basiques. Hein. C'est vraiment pour expliquer, faire une introduction à cette méthode. On a des algorithmes maintenant qui sont assez avancés sur le sujet et qui tiennent compte de toutes ces choses. Je vais rapidement parler aussi des chatbots parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place. Donc le chatbot, concrètement, fonctionne donc avec un système d'intention et d'entité. Donc l'intention, c'est simplement le point d'entrée qui va permettre au chatbot de savoir à quelle question il doit répondre. Donc la personne va inscrire la question qu'il veut poser à l'intérieur du chatbot. Par exemple, va-t-il pleuvoir dans 2 jours à Nantes? Et l'entité, ce sera le paramètre nécessaire pour que le chatbot puisse répondre à la question. Donc ici, on va définir en interne certaines entités, par exemple ville et jour, pour qu'il sache que la ville, c'est Nantes, et le jour, c'est dans 2 jours. Ça, ce sont vraiment les points clés, entre guillemets, dans la définition du chatbot et qui serviront de base, entre guillemets, à pouvoir, disons, entraîner ce chatbot à répondre assez facilement aux différentes questions que l'utilisateur lui pose. Je vais à présent parler de certains cas d'usage donc qui seront peut-être un peu plus concrets, donc différents exemples qu'on a croisés donc au cours de nos différents projets. Donc un premier cas d'usage ici, c'est un cas d'usage sur les articles de pharmacovigilance. Donc pourquoi on a mis en place ce cas d'usage? Simplement parce qu'on avait donc notamment en interne et aussi bien chez certains clients différentes plaintes concernant le fait que certains employés certaines équipes passaient énormément de temps à passer en revue donc la littérature scientifique pour retrouver donc un article ou parfois même une partie d'article qui parle d'un certain sujet. Donc dans ce cas-là, c'était la pharmacovigilance qui nous intéressait. Donc BND a donc développé un algorithme de classification qui visait justement à identifier rapidement les articles parlant entièrement ou partiellement de ce sujet parmi un corpus d'articles. Donc comment a-t-on fait ça? La première partie, c'était vraiment un premier scrapping des documents, donc PDF pour en extraire le texte, donc transformer les documents PDF qui ont une structure assez particulière en fichiers texte facilement exploitables. On a ensuite appliqué les différentes tâches basiques donc de traitement naturel du langage qui ont été présentées juste précédemment. On a ensuite employé donc certaines API qui permettaient de récupérer donc des résultats sur PubMed. Alors PubMed, c'est la plus grande base de données qui regroupe la plupart des articles scientifiques associés au monde de la pharma. Donc l'avantage d'utiliser cette API, c'est que ça permettait donc justement d'exploiter leur système de recherche, leur moteur de recherche interne, et donc de récupérer simplement donc les abstracts qui correspondaient au sujet qui nous intéressait. Une fois qu'on avait ces abstracts, on pouvait ensuite en extraire donc les différents mots-clés qui revenaient le plus souvent et mesurer donc la similarité entre les résultats PubMed et les différents articles qu'on avait au sein de notre corpus, donc qui parlaient de pharmacovigilance ou de n'importe quel autre sujet. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une mesure de similarité qui permettait ensuite de faire une classification de ces articles. Alors la valeur ajoutée côté client et pour nos équipes internes aussi, c'est tout d'abord un gain de temps qui est assez incroyable parce que le fait de lire, de passer manuellement en revue chacun des articles scientifiques, ça prend vraiment un temps fou. On avait un screening des articles qui étaient non sujets à la fatigue humaine, ce qui est un point assez important à mettre en évidence et qui est évidemment lié au fait qu'on passe beaucoup de temps à lire ces articles séparément.
Et l'autre avantage, c'est que c'était une méthode qui était au final applicable à n'importe quel concept pharma, sans avoir besoin d'expertise spécifique dans le domaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin, vous aurez évidemment le temps après pour poser toutes les questions que vous avez sur les différents cas d'usage ou méthodes. Donc, le deuxième cas d'usage, c'est une classification donc, des profils RH. Donc BNV a mis en place le projet ResumeMe afin d'aider son équipe RH à analyser et classifier rapidement les CV des candidats pour avoir donc rapidement une première idée des caractéristiques uniques dans le CV du candidat et aussi pour avoir une meilleure idée de l'équipe interne BNV qui lui correspondait le mieux. Donc comment a-t-on fait ça? Alors tout d'abord, à nouveau, un scrapping des documents pour en extraire le texte. Donc ça, c'est souvent une des étapes qu'on retrouvera dans la plupart des projets de text mining. Donc on a souvent des données qui viennent de fichiers Word, PDF ou autres. Donc la première étape, c'est souvent de passer en revue tous ces documents et de les transformer en texte. Ensuite, on a des tâches basiques du NLP précédemment présentées qui sont à nouveau appliquées, donc retrait de la ponctuation, des mots vides, etc. On a calculé donc différents scores qui permettaient justement d'identifier les qualités de l'employé, du candidat entre guillemets, qui se démarquait des autres. Donc comment faire ça? C'est simplement parce que parfois, donc au sein d'un CV, on aura certains mots qui vont revenir souvent au sein du CV, alors qu'elles n'apparaissent par exemple jamais sur les autres CV qui ont été proposés ou au sein aussi des CV, des équipes déjà existantes. Parce qu'évidemment, l'idée dans ce cas-là, c'était de comparer le CV du candidat aux différents CV des employés Business and Decision qui travaillent déjà. Donc, pour savoir un petit peu mieux quel département lui correspondait le mieux. Donc c'est ici, dans cette étape-là, donc qu'on va mesurer la similarité avec les CV des employés par département. Alors évidemment, la valeur ajoutée, c'est à nouveau un gain de temps pour les équipes RH, la mise en évidence des caractéristiques encore disponibles dans les équipes, et l'application mise à disposition des candidats potentiellement sur le site de l'entreprise, tout simplement. Donc pour avoir une meilleure visualisation, une meilleure idée des départements qui correspondrait le mieux, la description de ces départements, des différents projets qui sont réalisés par les départements en question. Donc c'était un projet qui était très intéressant à ce sens-là. Donc ici on a un petit visuel de l'output. Donc ici on a ce qu'on appelle un word cloud. Donc avec à chaque fois les mots qui reviennent le plus souvent au sein du CV. Donc on a par exemple ici on sait que la personne fait du basketball, qu'il a travaillé donc avec NLTK. Alors NLTK, c'est un package Python justement qui permet de faire du traitement naturel du langage. On a le mot machine, Coursera, etc. Donc ce sont des mots qui sont, qui parlent déjà énormément et qui donnent déjà une très bonne vision de la spécialité qui correspondrait le mieux au candidat. Donc ici, ensuite, on a classifié le CV du candidat au sein de la practice Business and Decision, dans ce cas-ci, qui correspond le mieux à son profil. Alors, je vais aller assez vite sur l'avant-dernier use case. Donc, donc ici, on a un digital assistant donc qui a été développé, donc c'est un chatbot concrètement, qui a été développé afin justement au sein d'une application de mettre en évidence les différents partenaires business qui correspondent le mieux à un potentiel candidat. Donc je vais peut-être passer la parole à Lucas Rister pour qu'il explique un petit peu ce projet, c'est lui qui a travaillé dessus. Je vais essayer d'expliquer vite fait. Bonjour tout le monde. Donc ce qu'on a fait, on a monté un chatbot, en fait une application web pour connecter différents partenaires de notre client. Et ce chatbot utilise les techniques NLP pour reconnaître ce qu'on appelle le intent de questions de gens qui utilisent le bot. Comme données derrière, on a utilisé les données de web scraping, donc on a scrapé les sites web des partenaires de nos clients pour effectivement faciliter le recherche sur différents produits et services des différents partenaires. Donc ici, on a utilisé quelques méthodes qui est Radia
vient d'expliquer, pour être capable de matcher ce type de questions avec les produits et services de tous les partenaires. Donc, en gros, c'était ça. Si vous avez d'autres questions, vous voulez plus d'informations là-dessus, on peut rester en contact après cette session. Ouais. Merci Lucas. Et donc rapidement, voilà, ça c'est une petite vision de l'application qui a été développée. Je vais pas passer trop de temps. En gros, c'est un Tinder pour les organisations. Voilà. Et donc un dernier use case, donc je vais aller à nouveau très rapidement là-dessus. Donc ici on a simplement analysé, donc fait une analyse de sentiments par département au sein donc de l'entreprise sur les différents questionnaires internes qui ont été remis aux différents employés. Donc au sein de ces questionnaires, on a toujours des questions ouvertes, donc où l'employé peut donner son avis sur certains sujets tout simplement. Et donc l'idée ici c'était de faire une analyse de sentiments pour savoir vraiment ce qui revenait assez fréquemment au sein de l'entreprise, parce que c'est vrai que dans une grande organisation de manière générale, on se retrouve facilement avec plusieurs milliers de questionnaires qui sont remis, donc pour les passer en revue un à un, ça devient de plus en plus compliqué pour les équipes RH. Donc ici, on a vraiment une grosse valeur ajoutée des analyses de sentiments automatisées qui mettent en évidence assez rapidement les idées et les remarques qui reviennent assez fréquemment au sein de ces enquêtes. Si vous avez d'autres questions, vous aurez tout le temps de les poser juste après. Donc, au niveau des avantages et des challenges, donc des analyses de text mining de manière générale. Alors, les avantages majeurs, comme je les ai répétés plusieurs fois, c'est qu'on a vraiment une analyse rapide d'une très grande quantité d'informations non structurées à la base. On n'est pas du tout sujet à la fatigue humaine ou à la subjectivité. C'est quelque chose qui reste utilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vu que c'est un algorithme. Donc, on n'a pas ce problème de, entre guillemets, humain, de réduire le temps de disponibilité. Et on a la capacité à identifier donc les acteurs, les thématiques, les sentiments principaux au sein d'un texte ou d'un réseau social. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais disons que les désavantages ou challenges majeurs qu'on peut rencontrer, c'est qu'on aura souvent une identification assez mécanique des sentiments, en tout cas surtout pour disons les algorithmes assez basiques, qui ne prendront pas forcément compte, qui ne tiendront pas forcément compte de l'ironie, des messages qui sont non explicites. On aura la nécessité de travailler avec des outils qui seront adaptés au domaine d'application et la nécessité d'avoir une quantité de données suffisamment grande. Donc ça, c'est vraiment les challenges qu'on rencontre assez souvent. Donc voilà, j'ai passé en revue assez rapidement donc les différentes méthodes donc qui existaient de base en tout cas par rapport au traitement automatique du langage naturel, ainsi qu'une introduction à l'analyse de sentiments et au chatbot. Ensuite, j'ai présenté quelques cas d'usage sur lesquels on a travaillé. Donc évidemment, ce ne sont pas tous les cas d'usage. J'ai dû en sélectionner quelques-uns qui seraient assez différents et qui seraient potentiellement intéressants pour vous. Et on vient de faire un résumé des différents avantages et des challenges. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions sur n'importe laquelle des parties qu'on vient de voir. Merci beaucoup Ravia. Effectivement, si quelqu'un a des questions, il peut déloguer son micro et les poser maintenant. Ou les poser sur le chatbot, sur le chat. C'est pas encore un bot. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous avec d'autres questions. Ouais. Une question. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, j'ai une question à poser concernant le cas d'étude 1, sauf erreur, qui était le pré-screening des articles scientifiques. Est-ce qu'il y a un risque quelconque de passer à côté de quelque chose qui pourrait être intéressant? Qui pourrait être intéressant, donc qui serait spécifique au... Disons, on recherche des articles concernant un sujet spécifique et puis l'algorithme nous ressort une liste de documents, mais manquerait pour une raison ou pour une autre un document qui malgré tout pourrait s'avérer intéressant à être lu de façon plus approfondie. Oui, alors c'est certain, c'est vrai que comme la plupart des algorithmes, malheureusement, d'analyse de données, on a toujours un score d'erreur, entre guillemets, qui reste petit. Donc oui, bien sûr, on peut passer à côté de quelque chose, d'une information qui, par exemple, ne parlait pas explicitement de ce sujet-là ou qui ne mentionnait pas les mots-clés qu'on retrouvera souvent dans ce genre de contexte. Donc oui, c'est certain qu'on peut avoir ce genre de problème.
Et ouais, si je peux ajouter, il y a toujours un risque, ouais, comme Radia a dit, il y a toujours les false positives et les false négatives, et true positives et true négatives. Mais si on compare ça avec le travail manuel que les gens font aujourd'hui, à mon avis, les algos qu'on est capable de développer dépassent largement les capacités des gens de traiter tout ce type de données et de trouver l'information, l'intelligence même dans les textes qu'ils doivent regarder journalièrement. Donc c'est ça peut-être le added value de ce type de projet en fait. Voilà. Ouais, merci. Merci. On a une autre question sur le chat. Est-ce qu'on est capable de gérer plusieurs langages en même temps, et j'entends avec le même algo et en même temps, je suppose? Oui, tout à fait. On peut gérer plusieurs langues en même temps. Alors, c'est certain que la plupart des recherches qui sont faites sont souvent optimisées pour l'anglais. Ça reste une certitude, mais on a quand même la possibilité, notamment avec des API Google et Microsoft, de déjà faire des très bonnes traductions avant de commencer, par exemple, à faire tout le processing du langage, qui permettent justement de pouvoir traiter plusieurs langues en même temps. Donc, disons que dans le cas où on veut avoir un résultat qui est assez bon et assez rapide, la meilleure solution, généralement, ça restera d'utiliser ces API pour faire la traduction au préalable. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Peut-être concernant les outils utilisés. Oui, alors... Est-ce que c'est des outils open source? Est-ce que c'est des outils commerciaux? Qu'est-ce que vous utilisez? Disons que les deux donc les deux existent, ça c'est certain. Au niveau des outils open source, donc on a des très bons packages ou librairies qui sont disponibles aussi bien en Python qu'en R. Donc généralement ce sera vraiment les deux langages de programmation qui seront les plus souvent utilisés dans ce contexte-là. Ensuite, au niveau des outils commerciaux, Microsoft et Google aussi, donc ont développé tous les deux des outils spécifiques donc au traitement automatique du langage. Donc on a notamment pour tout ce qui est language understanding, donc compréhension du langage, on a LUIS qui a été donc LUIS qui a été développé par Microsoft. Donc on a toutes sortes d'autres langages qui ont été développés par IBM, etc. Donc à ce niveau-là, on a vraiment énormément de possibilités, aussi bien dans l'open source que dans le payant. Disons que le payant permettra de gagner du temps, généralement, et l'open source permettra d'économiser un peu d'argent. Donc c'est vraiment un compromis à faire entre les deux. La décision de quel outil prendre dépend strictement au cas d'usage. Donc il y a des cas d'usage qui sont assez simples, genre reconnaître l'intent d'une question. Donc le case que je mentionnais, on a utilisé le framework Microsoft. On pourrait aussi bien utiliser le framework Google comme Dialogflow. Mais dès qu'on rentre dans un sujet assez spécifique comme pharmacovigilance, ici on a opté plutôt pour une solution custom build avec R. Qui est un API public. Donc parce qu'il y avait beaucoup de petites nuances, etc. Donc on s'est dit ça vaut la peine d'utiliser soit R, soit Python et combiner notre connaissance faire avec ce type de langage et algorithme pour donner un meilleur résultat. Oui. Et ça n'empêche pas de combiner les deux. Donc on a aussi le projet où on combine les API et le custom build pour livrer la solution aussi. Ouais, exactement. On a une petite dernière question sur le chat qui dit: est-ce que vous avez rencontré des problèmes liés à l'industrialisation? Ouais, c'est toujours un sujet, c'est toujours un sujet pas difficile, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. On a une équipe en fait qui est capable de répondre aux deux sujets. Le premier sujet, c'est le développement de tout ce qui est algo et l'application. Deuxième sujet, c'est l'industrialisation. Donc, comment on intègre ce type d'algorithme ou solution dans
dans une autre solution, par exemple. Donc, le case moi, je viens d'expliquer, donc le case pour le matchmaking, ouais, on a dû industrialiser tout ça avec un bot dans une application web, et ce qu'on était capable de faire. Mais ici, au niveau de compétences, il faut avoir des compétences plutôt engineer que data scientist. Le matchmaking des profils qu'on a fait en interne, voilà, on a une combinaison de profils où on a matché, on a mis ensemble les data scientists et les data engineers pour livrer la solution end-to-end. Donc oui, l'industrialisation est toujours compliquée, je peux dire pas plus difficile que la partie algo, mais ça nécessite différents des profils un peu différents que les data scientists. Oui. Et je vais peut-être ajouter aussi le fait que je pense que c'est un problème qui est assez général à n'importe quel projet orienté data. Hein, donc, c'est pas forcément spécifique à un projet de text mining. Merci beaucoup à tous les deux. Pour tenir un peu le temps qu'on a déjà un peu dépassé, je vous propose de nous arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux de la présentation qui était claire et synthétique. Je vous souhaite une bonne journée à tous et rendez-vous donc dans 15 jours pour le prochain mercredi de la Data Science qui aura lieu le 19 décembre. Et là, on parlera de supply chain et de forecasting des ventes. Que nous animons ici via Yann Mindis. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir.